Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 20, avant-dernière étape de ce Tour de France 2021. C'est bientôt la fin, c'est bientôt l'heure du bilan de ce Tour de France 2021. Il reste encore 2 jours de course. Dernier moment de vérité sur ce Tour de France, mais est-ce qu'on a encore des doutes sur beaucoup de positions? Pas beaucoup sur ce Tour de France. Il y aura la bagarre pour la quatrième place entre Kelderman et Ben O'Connor. On aura également quelques bagarres pour le top 10. Mais je dirais que beaucoup de places sont déjà très clairement figées. Je pense que la bagarre entre Carapaz et Vingegaard sera l'avantage de Vingegaard. Voilà. Bon, il reste encore quelques bagarres, mais le suspense va pas être énorme sur ce dernier contre-la-montre. Ce qui arrive parfois quand on a un dernier contre-la-montre lors de la 20e étape, quand les écarts se sont faits avant. Ça devient un petit peu calme ce jour-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me donner vos pronostics pour cette étape, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Également, ça c'est pour savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Dernier moment de vérité, contre-la-montre pour spécialistes, il n'y a pas de surprise sur ce parcours. Et le problème, c'est qu'on a quand même beaucoup de choses qui se sont déjà jouées sur les étapes précédentes en montagne, dans les Pyrénées notamment, mais aussi les Alpes, et que le tour est un petit peu bouclé depuis quelques jours quand même, au niveau du général. Du côté du dénivelé positif, 239 mètres aujourd'hui, c'est la 21e étape. Dans ce classement, c'est l'étape la plus plate de ce Tour de France, je rappelle qu'elle est donc plus plate que le dieu chrono qu'on a eu du côté de Laval. Là, c'est vraiment pour spécialistes. On va regarder tout de suite le profil. C'est assez facile, le profil. On a quasiment tracé une ligne droite entre Libourne et Saint-Émilion. Sur la première partie, on aura quelques virages techniques. Mais vraiment quelques virages techniques, c'est pas très difficile non plus. Et sur la deuxième partie de parcours, donc à partir de la petite bosse là, de 500 mètres à 4,7% au kilomètre 16,5 jusqu'à l'arrivée, là c'est vraiment, il y aura 2 virages ou 3 virages, c'est vraiment très rectiligne. 2 chronos intermédiaires du côté de Pomerol après 7,5 km de course et du côté de Montagne après 20 km. Donc vous remarquerez qu'ils ne sont pas placés à équidistance au niveau du parcours. Une belle phrase de matheux. Vu que le premier est au bout de 5,5 km de course, il y aura ensuite 13 km 12 km 500 entre les 2 autres chronos et 11 km entre l'inter numéro 2 et le chrono final. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce profil d'étape, à part que ça finit légèrement en faux plat montant, mais c'est très léger, parce qu'entre Pomerol au kilomètre 26 et Saint-Émilion au kilomètre 31, on va monter de 40 mètres d'altitude en 5 km, donc c'est en faux plat, mais assez léger quand même. Mais ça peut, si vous êtes parti trop vite, ça peut être compliqué. Du côté de l'histoire du Tour de France, parce que du côté du final, j'ai rien à dire, c'est rectiligne. L'histoire du Tour de France, on va revenir au Tour de France 2010. Tour de France, et c'était déjà un chrono bien plus long à l'époque. À l'époque des derniers chronos, c'était pas 30 km, c'était plutôt 52. C'était entre Bordeaux et Pauillac. 52 km, c'était l'étape 19. Parce qu'on avait eu un prologue, tout simplement. Ce qui faisait que quand il y a un prologue, au niveau des chiffres, on n'avait que 20 étapes plus un prologue. Voilà. Compte pas dans les chiffres d'étapes, les prologues. Tour de France donc 2010, c'était déjà un contre-la-montre où il y avait beaucoup de bagarres sur ce chrono. Notamment grosse bagarre entre Cancellara et Tony Martin. C'était la fin de la période de domination de Cancellara, qui avait dominé le chrono pendant entre 2005 et 2010. C'est-à-dire qu'il y a eu la période Michael Rogers. Donc ça, c'était 2003 à 2005, on va dire. Et puis ensuite, il y a eu tout de suite après Cancellara qui a dominé. Et puis après, on a eu Tony Martin. Et depuis la fin de Tony Martin, vous avez Ghana. Mais Ghana la redomine aujourd'hui, mais il y a eu une période un petit peu de transition où on avait eu notamment la victoire de Kirienka, c'était 2015 aux États-Unis, avec la 3e place de Coppel. Enfin voilà, il y avait eu pas mal de surprises
au niveau des vainqueurs des championnats du monde du contre-la-montre. Donc, il y avait la grosse bagarre entre Cancellara et Tony Martin. Tony Martin qui commençait à montrer vraiment de manière très présente, très pressante, le bout de son nez. Et puis il y avait également la bagarre pour le général entre Contador et Andy Schleck. Ce jour-là, Andy Schleck perd du temps, bien entendu sur le chrono, ça n'a jamais été sa spécialité, mais je rappelle que Contador sera déclassé sur ce Tour de France 2010 après être contrôlé positif à Pau, dans le même hôtel que l'équipe Bahreïn. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que ça me fait toujours rire. Dans le même équipe où l'équipe Bahreïn s'est fait contrôler là sur ce dernier Tour de France. Ça mettra beaucoup de temps, même le déclassement de Contador, parce qu'il fera appel, il ira notamment au tribunal international du sport, et il se fera débouter, et il faudra attendre quasiment 1 an avant que Contador soit déclassé, ce qui fait que Scarponi remporte le Giro 2011. Car Contador, même s'il y participe, ses résultats sont annulés. On a également une bagarre pour le podium entre Samuel Sanchez et Menchov ce jour-là. Et puis du côté des Français, c'est un peu la soupe à la grenasse sur ce Tour de France 2010 avec John Gadret qui perd 2 places, qui est premier Français de ce Tour de France 2010, seulement 19e. Il faut rappeler que John Gadret était très bon sur le Giro, notamment une 4e place, mais sur le Tour de France il a toujours eu un problème. Déjà il a rarement eu le Tour de France comme seul objectif dans sa saison, et ensuite c'est un coureur qui n'aime pas la chaleur. John Gadret il avait vraiment des vrais problèmes dès qu'il faisait chaud, et donc John Gadret n'a jamais été performant quand il faisait chaud. Il a toujours été performant sur le Giro, sauf en fin de carrière quand il était équipier à la Movistar, où il avait fait des Tours de France pas mauvais quand il était équipier du côté de la Movistar, où il avait fait un bon travail d'équipier. Et John Gadret, c'est un coureur qui est assez intéressant niveau carrière. C'est un coureur qui est arrivé à un moment où en fait on ne croyait pas vraiment en lui, je crois, dans beaucoup d'équipes professionnelles. Donc il a commencé en Belgique, tout simplement aussi parce qu'il faisait du cyclocross, et que c'était à une époque où le cyclocross en France et dans le monde c'était la Belgique et rien d'autre. Donc il a commencé chez Chocolat Jacques en 2003-2004, un truc comme ça. Ensuite il a été chez AG2R, mais au départ on ne croyait pas énormément en lui, et il a mis beaucoup de temps avant d'assumer un statut de leader. Il a mis énormément de temps. C'est vrai qu'à partir de 2009-2010, c'est là où il a vraiment ce statut de leader, et notamment sur le Giro où il fera des très bons résultats. Je passe aux régionaux de l'étape. J'ai trouvé qu'un régional, et pas du côté du cyclisme, parce que hier on était déjà dans la même zone. Donc moi j'ai trouvé que du côté de Saint-Émilion, c'était la ville de Philippe Etchebest. Voilà, donc certainement également de son frère Christian Etchebest. Etchebest, je le prononce là très mal, le cuisinier. On passe à la météo. Du côté de la météo, sur ce contre-la-montre, soleil 30 degrés, vent 25-30 km/h. Il sera défavorable sur la première moitié de parcours, puis plutôt favorable sur la seconde partie. 25-30 km/h, ça devrait pas non plus poser trop de problèmes. Le choix de vélo en termes de stratégie, on va parler tout de suite de la stratégie. Partir fort, en garder quand même pour finir fort dans le final, ne pas partir trop vite. On est sur un contre-la-montre, la 20e étape du Tour de France, la fatigue est là, on peut avoir des surprises au niveau des sensations, donc il faut partir fort, mais pas trop fort, il faut en garder dans le final, parce qu'on peut vraiment perdre beaucoup de temps dans le final si on part trop vite. Faire attention en termes de choix de vélo, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, ça sera roue à bâton à l'avant, roue lenticulaire à l'arrière, et vélo contre la montre traditionnelle. Du côté des pronostics, là aussi j'ai pas été j'ai pas eu beaucoup enfin voilà, je me suis pas fait chier très clairement, mais sur les chronos c'est vraiment la force pure. J'ai mis Stefan Kung, le champion d'Europe, parce qu'il aura peut-être la capacité de récupérer, contrairement à d'autres coureurs dans les dernières étapes, pour faire du jus pour ceux contre la montre. Vingegaard, le Danois, qui me semble un peu plus frais, même encore que Pogacar, et puis Pogacar aussi, parce que sur le chrono, ça reste une machine. La grosse cote, Cataneo, le coureur italien de la Deceuninck Quick-Step. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce soir, débrief de cette étape. Demain, présentation de la dernière étape de ce Tour de France.
Pas trop de surprises quand même, mais c'est toujours intéressant de savoir là où on met les roues. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!